Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission 5 sur 5 sur la chaîne africaine de télévision. Aujourd'hui est un autre jour et nous avons le plaisir d'accueillir un invité qui n'est autre que M. Patrice Kouraougo, ou le docteur Patrice Kouraougo. Il est conseiller à la présidence du FASO, conseiller culturel et tourisme. Mais nous allons parler de l'actualité en général avec notre invité du jour, docteur Patrice Kouraougo. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, docteur, vous êtes conseiller du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, d'abord, comment devient-on conseiller d'un chef d'État? Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Ça a toujours été la question qu'on nous pose. Effectivement, moi, je suis conseiller spécial chargé de la culture et du tourisme. Alors, on devient conseiller, je crois que c'est d'abord une marque de considération et aussi un signe de confiance. Alors, il faut certainement avoir fait quelque chose, pourquoi pas batailler, partager les idéaux, la philosophie avec le président, avoir mené, pourquoi pas, le combat pour avoir le pouvoir, parce que dans tous les cas, pour qu'il soit président, il faut qu'il bataille pour être là où il est, avec des idéaux, avec des idées, et on vous appelle de venir servir, c'est-à-dire venir continuer la bataille en occupant une fonction qui est propre aussi à une spécialité. C'est-à-dire que c'est un poste de confiance, oui, pour avoir effectivement participé à la construction du pays à travers justement le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré lors de la campagne présidentielle. C'est-à-dire que quelque part, vous avez été, si vous voulez, l'un des chevilles ou l'une des chevilles ouvrières de la victoire du chef de l'État. Oui, c'est un peu gros pour moi, mais effectivement, je peux dire que j'ai participé parce que moi, j'ai été directeur de campagne provinciale au niveau du Namentenga. Et je peux dire aussi que c'est moi, pratiquement avec mon équipe, nous avons implanté le parti dans cette province. Donc, dès le début, dès la naissance de ce parti, nous avons joué le premier rôle au niveau provincial. Donc, ce qui nous a effectivement mis en avant, malgré certainement la jeunesse. Mais en tout cas, on peut dire qu'on a pu tirer notre épingle du jeu parce qu'on a fait de très bons résultats. Au présidentiel, notre province est venue en 3e position. Et donc ici, c'est la force de frappe que vous avez certainement, si vous voulez, les résultats engrangés au niveau de la province du Namentenga qui vous valent aujourd'hui le poste de conseiller. Bon, je peux pas pour les résultats engrangés. Oui, je ne peux pas dire automatiquement que c'est ça parce qu'il y a d'autres camarades aussi qui ont bataillé, peut-être ils n'ont pas été... Dans la même province non, dans d'autres provinces qui n'ont pas peut-être été... Je parle spécifiquement de la province. Non, si c'est ça, en tout cas, je peux dire qu'on a bataillé parce que comme je disais les résultats, nous avons pu implanter le parti. Au moment, ce n'était pas facile parce que vous savez, nous étions la seule province où les caciques du CDP n'avaient pas démissionné pour former le MPP. Et c'est sur nos petites épaules que la charge de mettre en place le parti s'est reposée. Bon, on peut dire avec fierté qu'on a mené le combat qu'il fallait parce qu'on a eu un député et puis au niveau des mairies, sur 8 mairies, nous avons eu 7. Donc on ne peut pas, sans fausse modestie, on peut dire qu'on a mené le combat d'idéologie, d'accompagnement. Et voilà, mais on ne peut pas dire automatiquement que c'est ça qui a fait qu'on nous a nommé conseiller, parce que je veux dire quand même, reconnaître aussi qu'il y a beaucoup de camarades qui ont bataillé aussi dans leur fief. Bon, ils sont à d'autres postes, comme ils peuvent ne pas être directement responsabilisés, mais cela ne veut pas dire ils ont démérité. Donc, je peux dire que c'est ça le résultat, mais le fait d'être appelé aux côtés du chef de l'État, bon, je peux dire c'est un privilège. C'est un privilège. C'est un honneur. C'est un honneur, ça je le dis. Alors, docteur Patrice Kouraougo, oui, alors, vous avez évoqué la complexité, effectivement, de la bataille que vous avez menée dans la province du Namentenga avec le MPP, que vous avez réussi à implanter dans la province. Alors, d'autres pensent que vous aviez le boulevard parce que les caciques, comme vous les avez appelés tout à l'heure, n'étaient pas véritablement engagés au regard de la situation qui a précédé. Est-ce que c'est une réalité? Ah non, ça c'est une erreur d'appréciation. Ah d'accord? Justement parce qu'ils n'étaient pas avec nous, le combat peut être plus rude. Parce que s'ils étaient avec nous,
Et peut-être, voilà, nous allons les suivre. Mais on dit qu'ils ne voulaient pas. Oui, bon, ils ne voulaient pas parce que certainement chacun avait sa position, mais il fallait sur eux construire une nouvelle façon pour pouvoir avoir l'électorat. Et donc, et vous savez, comme on les appelle les caciques, ils ont quand même un certain nombre, une certaine assise. Ils ont l'emprise, ils ont, je ne dirais pas, ils ont presque tout. Alors que nous venons simplement des jeunes, voilà, qui étaient certainement plus dynamiques, c'est vrai, mais on pouvait dire que politiquement, on ne pouvait pas se comparer. Si vous voulez, on peut rentrer dans les noms. Vous connaissez Jean-Béné Théodore Sawadogo, qui a été Yassine Kafando, Laurent Sédogo. Voilà, donc arriver à se frayer un passage parmi ces caciques, ce n'était pas du donné. Et donc, on ne peut pas dire qu'on avait le boulevard. Ça, c'est vrai. Au contraire, c'est nous qui avons forcé le boulevard. Et nous en sommes fiers parce qu'on a pu imprimer quand même une certaine façon de faire. Et nous sommes très fiers de nos résultats et nous avons appris beaucoup de choses. Alors, c'est quand même très important ce que vous dites. Oui. Arriver effectivement à bousculer la hiérarchie, vous les avez nommés, Laurent Sédogo, même si ce dernier n'était plus à un moment donné un poids lourd, je pèse mes mots. Théodore Jean-Béné Sawadogo, Yassine Kafando. Comment est-ce que vous êtes arrivé? Alors, c'est une très bonne question. Nous sommes arrivés tout simplement, on a dit voilà. Nous avons, la politique d'abord a beaucoup divisé le Namentenga. Ensuite, on peut dire qu'au finish, on ne voit pas beaucoup de résultats. Et nous sommes arrivés, nous avons dit à la population, bon, voilà, nous sommes jeunes, nous avons vécu les mêmes situations. Nous pensons que pour changer le visage de notre province, il faut une autre façon de faire la politique. Et au début, il y a tellement d'anecdotes. Et les gens trouvaient qu'on parlait bien, les gens trouvaient qu'on disait la vérité. Mais il y a une certaine mentalité à faire la politique chez nous. Et je voulais prendre l'anecdote. Souvent, on faisait les assemblées. Après, à la fin, on nous dit, mais, ah oui, mais vous parlez bien, mais il faut nous payer quand même le dolo. Voilà, c'est des anecdotes pour montrer que ce n'était pas du donné. Mais nous avons pu rassembler et en disant, il faut que notre province, le Namentenga, change le visage. Et on a suivi nos aînés pendant 27 ans, mais ça n'a rien changé parce qu'il y a la grande chapelle, mais il y a aussi les petites chapelles. Ça n'a pas changé du tout. Pendant 27 ans, il n'y avait rien de concret. On peut dire que le Namentenga était une des provinces qui votait beaucoup, mais en termes de réalisation, on peut dire qu'on était un peu les parents pauvres. Et donc, c'était pour nous un défi d'abord d'asseoir ce parti et de faire militer, faire voter pour qu'ensemble on puisse changer. Donc c'est de cette façon que nous avons pu implanter le parti et nous avons pu nous défendre. Voilà, parce qu'on pouvait le faire. Et nous étions tellement engagés, nous étions tellement dynamiques qu'à un certain moment, on les a surpris. Parce qu'au début, ils ont dit, oh, écoutez, ce sont des enfants excités, vous verrez, ça n'ira pas loin. Mais aux élections, aux résultats, ils ont compris que c'était des enfants qui pouvaient aussi faire mal. Et nous avons fait nos armes politiques. Et je trouve que c'est une très belle école parce que je peux rassurer tout le monde, la politique est une autre université. Et même si vous avez engrangé tous les diplômes, je crois qu'il faut y aller voir parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut apprendre dans les universités. Docteur Patrice Kouraougou, conseiller spécial du chef de l'État. Alors, vous dites qu'en 27 ans, rien n'a été fait pour la province du Namentenga. Alors, en 5 ans, le pouvoir du président Roch Kaboré, qu'est-ce qui a été fait? Alors, merci bien. Je n'ai pas voulu employer le nom « rien n'a été fait ». Parce qu'il ne faut pas venir faire tabula rasa, dire que rien n'a été fait et que je suis le Messie qui arrive. Ce n'est pas ça. Mais en termes de vote et en termes de résultats, nous pouvons dire que nous avons été payés en monnaie de singe. Parce que sans vous, je peux vous dire que le Namentenga a toujours voté après Zignaré et après d'autres provinces. Le Namentenga a toujours fait un vote massif au président Blaise Compaoré. Et à l'ancien président. Mais on a remarqué qu'au niveau des réalisations, des infrastructures, il n'y en a pas, pratiquement pas. Nous sommes toujours une province enclavée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de voie bitumeuse jusqu'à Boulsa. Les routes pour aller dans les communes, c'est toujours compliqué. Les infrastructures, il n'y a pas de maison de jeunes dignes de ce nom. Il n'y a pas de... Alors, effectivement, cela ne voulait pas dire que peut-être le pouvoir qui ne nous regardait pas, parce qu'on responsabilise les gens aussi au niveau provincial. Et nous avons estimé que nos grands frères ont eu quand même des postes qui devraient les permettre de penser au développement du ministre. Voilà, directeur général, en tout cas des gros postes. Président de la Fédération de football, ainsi de suite. On peut égrener les titres comme ça. Voilà, bon,
Mais en tout cas, on n'était pas satisfait du résultat par rapport à d'autres provinces. Alors, maintenant, en 7 ans, revenons à votre question. Oui. En 5 ans, qu'est-ce que nous avons pu faire? Alors, c'est à l'image du plan national. Mais quand même, en 5 ans, on peut avoir des résultats. Dites-nous, quels sont ces résultats? Alors, par exemple, si vous arrivez dans toutes les communes, il y a des réalisations. Lesquelles? Il y a des écoles qui sont construites, il y a des lycées qui sont construits, il y a des CSPS, il y a des forages qui sont réalisés. Si vous arrivez dans la commune de Boulsa, vous allez voir la salle polyvalente qui a été construite pour la population, pour les spectacles, pour les manifestations. Il y a même... Est-ce que ce n'était pas à l'occasion du 11 décembre à Kaya? Oui, bien sûr, c'était à l'occasion. Là où Boulsa était en rébellion. Exactement, oui, voilà, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas rentrer en rébellion. Il y a le palais, le palais de justice qui a été construit. Et il y a même... il y a beaucoup de choses. Il y a la route. Voilà, la fameuse route-là qui a été lancée, qui n'est pas encore arrivée parce que ça fait tellement polémique que c'est une question compliquée. Mais on a lancé à partir de Puitenga. Et c'est vrai qu'il y a des contraintes techniques qui ont fait qu'on n'aura pas certainement le goudron ici parce qu'il y a eu des polémiques, des marches et des contre-marches. Et il y a aussi le barrage de Sanrin qui a été lancé par le Premier ministre. Je crois que ça vaut 6 mois. Et ce barrage va alimenter l'ensemble des provinces aux alentours. Ça va alimenter la Yaya, ça va alimenter Zorogo, les villes plutôt, ça va alimenter Kupela, Boulsa. Et donc, c'est un grand barrage. Et nous avons eu l'honneur, effectivement, que ce barrage soit abrité par notre province. Et voilà un certain nombre de réalisations, sans oublier, effectivement, le changement de la qualité de vie en matière d'eau potable, en matière de beaucoup de choses. Voilà. Donc, on n'est pas du tout, peut-être pas satisfait des résultats, mais on dit que ça avance. Il y a eu de l'amélioration. Il y a eu de l'amélioration. Mais est-ce que le Lamantenga semble être sur la voie du désenclavement? Oui, en principe, oui. Mais en tout cas, on attendait fermement le goudron et parce qu'on croit que c'est la seule réalisation qui nous manque pour que nous puissions prendre notre envol. Malheureusement, il y a eu des contraintes, il y a eu des polémiques, il y a eu même des bagarres inutiles. Mais nous croyons fermement, comme je l'avais dit, le président Roch ne finira pas ses mandats sans qu'on ne voit le goudron arriver à Boulsa. Oui, justement, la réalisation de ce bitume entre Puitenga et Boulsa, le problème qui se pose, c'est la trajectoire. Alors, d'autres pensent qu'il faut absolument passer par la voie normale, c'est-à-dire par Niga, en rejoignant Boulsa, et d'autres pensent qu'il faut contourner. Pourquoi il y a autant de polémiques? Oui, je crois que c'est une vieille bagarre et parce qu'on est arrivé maintenant à trouver une solution. La solution est trouvée. La solution est que la voie ne sera plus déviée. Parce qu'il était question qu'à partir d'un certain niveau, on dévie pour pouvoir contourner le barrage. Vous connaissez de Niega. Voilà, de Niega, qui est une infrastructure qu'il faut réaliser. Mais on ne peut pas réaliser cette infrastructure si le barrage n'est pas fait. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut maintenant réaliser un grand pont qui va aller à 5 km et pour que l'eau du barrage puisse circuler, et certainement il y a des maisons qui vont être déguerpies, ainsi de suite. Donc c'était cette contrainte technique et vu aussi l'échéance, parce que le président s'était engagé à réaliser le goudron en 5 ans, et donc on avait proposé effectivement, compte tenu du fait qu'effectivement, il faut faire ces aménagements avant de faire passer le goudron. On ne peut pas faire passer le goudron. Et après, on creuse pour faire le barrage. Ça, c'est quand même logique. Donc, voilà pourquoi on avait proposé rapidement de dévier. Mais les gens ont dit non, c'est la RN15. On est trouvé, on ne peut pas dévier. D'autres même ont cru que c'est certaines personnalités qui voulaient dévier pour aller se zèle, ainsi de suite. Mais les gens ont vite compris que ce n'était même pas la bagarre qu'il fallait. Voici, nous sommes en saison pluvieuse. Pour rejoindre Boulsa, je viens de Boulsa, c'est la Croix et la Bannière. Après la pluie, vous êtes obligé de faire 48 heures pour accéder. Voici la réalité. Ça, c'est la réalité du terrain. Donc, est-ce qu'une route contournée pour nous permettre d'aller à Boulsa rapidement, en ajoutant peut-être 10 km, ne valait pas mieux que faire 48 heures en attendant que les eaux passent? Parce qu'il y avait aussi le timing et il y avait aussi la lourdeur des travaux. Et maintenant, comme les gens ont refusé
qu'on contourne et qu'on reste sur le même chemin, ça prendra le temps qu'il faut. À ce niveau, on n'y peut rien. Ce sont des contraintes techniques, mais je crois que voici un peu la bagarre. Donc, le gouverneur a fini par dire, comme il y a des polémiques, on reste là où vous voulez, mais vous ne pouvez plus nous... Il n'y a plus de contraintes. Pas de pression. Voilà, on ne peut plus faire une pression. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut faire un goudron en 48 heures ou bien en 6 mois? Ce n'est pas possible. Voilà, donc je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit, mais voici un peu la réalité, parce que j'insiste, même à l'heure actuelle sur Internet, avec la saison, le débat est relancé, on nous accuse de tous les mots d'Israël, de n'avoir pas bien dit, de n'avoir pas bien expliqué, de n'avoir pas bien plaidé pour qu'on ait le goudron. Mais j'invite toujours mes frères de Boutsa. La construction est une œuvre très difficile. Ce n'est pas dans la polémique inutile, ce ne sont pas dans des bagarres, ce ne sont pas dans des injures sur Facebook. Ce n'est pas ça qui va faire qu'on aurait le goudron. Ce qui va faire qu'on aurait le goudron, et pour qu'il soit bénéfique, il faut que nous ayons une vision. Et la vision, c'est ensemble qu'on l'a construit. Savoir que quand on a une réalisation, quand on a un projet, ce n'est pas l'individu. Est-ce qu'effectivement, à son temps, si on avait pu s'asseoir pour se décider, on dit voilà ce qu'on nous offre, voilà ce qu'on aurait voulu avoir et ce qui nous plaisait, mais à défaut de la mère, qu'est-ce qu'il faut? Il faut têter la grand-mère. Oui. Donc c'était une proposition qui nous permettait de sortir d'une urgence, et quitte à ce qu'on revienne là-dessus, dire qu'on veut qu'on réalise la RN15. Donc aujourd'hui, la RN15 sera réalisable après 2020. Oui, ça c'est sûr, parce qu'il y a une moitié, la partie Sapara jusqu'à Kalwatenga, et ensuite va nous laisser le reste. Et comme on ne peut pas y aller parce qu'il y a le barrage qu'il faut réaliser, il y a la saison. Il y a la saison, donc il faut attendre au deuxième mandat. Moi j'ai toujours dit ça. Au deuxième mandat. Voilà. Vous êtes certain? Oui, Inch'Allah. Il y aura le deuxième mandat? Ah oui, Inch'Allah. Qu'est-ce qui vous amène à le dire? Ah oui, bon, le deuxième mandat, on nous dit, d'abord il est nécessaire, et ensuite on a les chances de l'avoir. Voilà, parce que... Vous avez les chances? Non, nous sommes les combattants. Et la politique, c'est ça. Nous allons combattre, nous allons nous battre plutôt, et puis on verra. Alors, docteur Patrice Kouraogo, on en reparle tout à l'heure. Mais d'abord, revenons un peu sur le rôle du conseiller spécial d'un chef d'État. D'accord. Alors, vous, personnellement, quel est votre rôle auprès du chef de l'État? D'accord. Merci. Moi, je suis, comme je l'avais dit, chargé de la culture et du tourisme. Oui. Alors, le rôle d'un conseiller, c'est quoi? C'est d'abord, le président va vous donner des dossiers qui relèvent de votre domaine. Alors, vous devrez les analyser, vous devrez informer amplement le décideur pour que la décision qui va être prise soit la plus juste possible. Donc, chacun dans son domaine va recevoir effectivement des dossiers qui relèvent de ses compétences. Ensuite, on va produire des notes, on va produire des notes d'information, on va attirer l'attention, parce qu'on suppose qu'on a l'expertise, sinon vous ne pouvez pas occuper ce poste-là de conseiller si vous n'avez pas l'expertise dans votre domaine de définition. Ensuite, on joue aussi le rôle de représentation. Par exemple, le président peut nous dire d'aller le représenter à des cérémonies, d'aller discuter avec des personnes qui souhaitent, pourquoi pas, même que lui, il les reçoive, compte tenu de son calendrier. Donc, on va faire aussi des audiences, on va faire des comptes rendus. Donc, le rôle, c'est effectivement être aux côtés du chef de l'État pour l'éclairer davantage sur les domaines qui relèvent de votre compétence. Alors, quand il y a une situation qui n'est certainement pas du goût du peuple ou de la population ou d'une certaine partie de la population, on dit toujours, et quand c'est de façon répétitive, on dit toujours, ce n'est pas le président, mais c'est son entourage, dont particulièrement les conseillers. Alors, est-ce réellement, du fond du cœur, les conseillers, par moments, se trompent et font prendre de mauvaises décisions par le président? Alors, oui, ça c'est une importante question. Effectivement, ce qu'il faut dire, le rôle, c'est ça, parce qu'on joue le rôle très difficile. Parce qu'effectivement, on doit fournir un certain nombre d'informations pour permettre à l'autorité de décider. Mais ce que les gens oublient souvent, c'est que le président, c'est l'homme le plus renseigné. Qu'est-ce que ça veut dire? Même les informations que vous allez amener, il peut avoir d'autres informations. Et donc, il va prendre sa décision en faisant la somme de toutes ces informations. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est... Et effectivement, par rapport à votre question, le conseil peut se tromper parce qu'il n'a pas la capacité d'avoir toutes les informations. Est-ce que vous voyez? Donc, il dit quand même au président que ça, c'est la bonne décision à prendre. Alors, il va motiver. C'est-à-dire, s'il y a une situation
Et le conseiller va faire des recherches, il va collecter les informations et sur le sujet, dire voilà l'état de la question, voilà ce qui ressort du sujet, mais il va aussi faire des analyses. Il peut dire, bon, peut-être si on fait comme ça va être comme ça, et ainsi de suite. Et à la fin, il va proposer. Il va proposer une piste ou deux. Il a tellement de dossiers à gérer que souvent, il n'a pas le temps pour analyser comme vous le dites. Le président? Le président, il prend pour argent comptant ce que ses plus proches collaborateurs lui disent. Ah non, non. Ce n'est pas ça? Non, quand vous dites comme ça, on considère le président comme une marionnette. Non. Oui, une marionnette qui le président, qui attend qu'on vienne. Il a beaucoup de dossiers en interne. Oui. Il a beaucoup de dossiers à l'externe. Oui. Donc, ce que son conseiller lui dit, c'est du diamant. Ça compte beaucoup pour lui. Oui. Donc, il y va. Ça compte beaucoup, mais la dernière décision revient au président. Et comme ce que j'ai dit, le président peut avoir d'autres informations que le conseiller même n'a pas eues. Parce que c'est l'homme le plus renseigné en principe. Donc, il va prendre sa décision en tenant compte de l'ensemble des panoplies d'informations sur la table et il va prendre la décision. Donc, le conseiller peut ne pas être suivi. Oui. Mais ce n'est pas grave. Ah oui, le conseiller peut ne pas être suivi par le président. Bien sûr, parce que le conseiller peut se tromper. D'accord. Le conseiller peut croire que ce qu'il lui dit, c'est la seule vérité, c'est la seule porte. Alors que non. Le président, en tant que président de la République, il a d'autres informations et il peut faire la somme. Il ne va peut-être pas négliger ce que vous avez dit, mais si ça ne va pas conduire à une bonne décision, il peut mettre de côté ce que vous avez dit. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas nous le décideur. Alors, nous parlons des conseillers d'une manière générale. Exact. Mais quand on prend spécifiquement le président Roch-Marc Christian Kaboré, vous voulez nous dire alors, que tout de suite, il ne considère pas les conseils à lui prodiguer par les conseillers et les mettre en application. Non. Il se renseigne avant d'y aller. Non, si on dit comme ça veut dire que les gens vont encore dire mais pourquoi, à quoi ça sert le conseiller? Ce n'est pas ça. Il écoute, il va prendre l'information que vous lui donnez sur le sujet. Mais ce n'est pas votre seule information là qui suffit à prendre une décision. Donc vous participez à la décision. Mais c'est pas ce que vous venez là, ce n'est pas argent comptant. S'il allait prendre comme ça, au moment où le conseiller se trompe. Voilà. Je ne veux pas dire que le président se trompe. Mais je veux dire que le conseiller peut se tromper plus que le président. Oui. Et donc, son rôle est là. Parce que, comme j'ai dit, un conseiller spécial, un conseiller, il a une expertise dans un domaine. Et donc, s'il y a le sujet, il va expertiser le sujet, il va déposer des propositions. Mais le président, en tant que président de la République, il peut avoir d'autres informations, il peut avoir d'autres canaux d'information, et c'est l'ensemble de ces informations qui lui permettent maintenant de prendre la décision à appliquer. Donc, on ne veut pas dire qu'il n'écoute pas le conseiller, puisque le conseiller a fait son travail. Oui. On ne veut pas dire que le président suit le conseiller comme aussi un mouton, parce que ce n'est pas le conseiller qui est le président. Le président demeure le président, mais il a encore beaucoup de gammes d'informations qui lui permettent de décider, parce que dès qu'on décide qu'il y a erreur ou non, c'est le président qui Ah oui, surtout, docteur, il arrive souvent qu'il y ait même, si vous voulez, des conflits, conflits de compétences, entre guillemets, entre les conseillers du président et aussi les membres du gouvernement, qui ont aussi, eux, des conseillers et qui peuvent se retrouver sur un même dossier où il y a conflit. Oui, en principe, il ne devrait pas avoir conflit. Exactement. Parce que c'est une... Mais il arrive quand même. Oui, c'est une collaboration. Et c'est que les gens... nous, par exemple, nous ne sommes pas les conseillers des ministres. Exact. Nous sommes les conseillers du président. Alors, les ministres qui amènent les dossiers, et c'est vrai qu'ils font partie du membre du gouvernement, mais le président dit aux conseillers, bon, regardez, ça peut aller dans la même vision. Souvent même, on s'appelle aussi pour voir les informations, pour pouvoir orienter véritablement et efficacement l'autorité. Donc, il ne doit pas avoir de conflit à partir du moment où tout cela, ça sert à une décision éclairée du premier magistrat du pays. Donc, maintenant, quand on parle de conflit de compétences, moi, je ne vois pas trop. Parce que moi, je prends mon cas. Et moi, si le président me donne un dossier sur la culture, par exemple sur la culture, et moi je dis oui, bon, avec Sango on ne va pas s'appeler, non, on va éclairer le président comment. C'est vrai, ce n'est peut-être pas tout ce que le ministre dit que je vais dire, sinon moi je n'ai plus mon rôle. Exact. Voilà, mais je dois aller au-delà, mais je dois avoir les informations justes pour maintenant pouvoir faire l'analyse, et au regard de ce que le ministre présente, au regard de ce que le président aussi a comme information de la part du conseiller, qui, si ce sont des bonnes informations, il va maintenant trancher, prendre une décision. Souvent même la décision peut ne pas venir ni de ministre ni de conseiller, parce qu'il aurait fait la somme et il aurait tiré la conséquence et il améliore. Et il décide souverainement de ce qu'il va dire. Alors, docteur Patrice Kouraoukou,
vous êtes conseiller spécial du président du FASO, Roch-Marc Christian Kaboré. Oui. Vous êtes particulièrement spécialiste de la culture et du tourisme, oui, hein, auprès du chef de l'État. Oui. Est-ce que c'est vous qui décidez de qui doit être ministre à la culture, oui, des arts? C'est vous? Ah non, si j'avais ce privilège, ça allait être compliqué. Mais on dit, le conseiller, oui, normalement, dans une spécialité, il doit guider le président, oui, pour effectivement qu'au niveau du département ministériel, oui, on ait l'oiseau rare. Très bien, mais pas prendre la décision. Si le conseiller... Il conseille, oui, toujours. Si il propose le nom. Oui, non. Si le conseiller va dire au président de nommer, ça veut dire que c'est lui qui choisit les collaborateurs du président du FASO. Ça, c'est lui imputer la prérogative. Au contraire, nous-mêmes, nous sommes choisis. Comment quelqu'un qui est choisi va se mettre à choisir les autres? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous proposez? Non, on ne peut pas proposer. On peut pas proposer. On ne propose pas? Non, si on peut-être on nous consulte sur un certain nombre de choses, on peut dire... Voilà, mais la nomination d'un ministre relève des prérogatives du chef de l'État. Voilà, et à commencer par, souvent sur la proposition du Premier ministre, et ça relève de la prérogative. Ça, c'est purement politique. Voilà, exactement. C'est dans la configuration politique. Voilà, c'est pas nous. Nous, on peut pas... Il faut partager le pouvoir, voilà, pour pouvoir conduire les affaires. On ne peut pas s'attribuer quand même ce rôle de choisir les gens. D'accord. Merci beaucoup, docteur Patrice Kouraougo. C'était quand même intéressant qu'on en sache un peu davantage sur le rôle du conseiller spécial du président. Je crois que c'est dans la même dynamique que les conseillers entourent actuellement tous les chefs d'État à travers le monde. Il faut conseiller, il faut orienter, il faut proposer. C'est un peu dans ce sens. Exactement. Merci beaucoup, une fois de plus. Merci. Alors, docteur Patrice Kouraougo, l'actualité au Burkina Faso actuellement, c'est la présidentielle de novembre prochain. Alors, comment vous voyez déjà la physionomie? Comment se présente cette élection? Est-ce qu'elle sera apaisée pour vous au regard de toutes ces polémiques, au regard de toutes ces bagarres, au regard de toutes ces déclarations politiques? Alors, merci pour cette question. Je crois que les élections doivent être apaisées. Et pour moi, je crois fondamentalement et profondément qu'elles le seront. Parce que nous sommes devant un grand défi. Alors, il y a tellement de défis que si on ajoute un défi de bagarre post ou avant élection, c'est nous qui aurons contribué à effectivement à compliquer notre tâche. Pour moi, c'est vrai, à l'heure actuelle, il y a des grands débats. D'abord, sur la tenue des élections. Voilà. Il y a d'autres qui disent qu'il ne faut pas la tenir parce qu'il n'y a pas la sécurité, ainsi de suite. D'autres disent qu'il faut la tenir pour qu'on ne tombe pas dans un vice juridique. Mais c'est normal que les gens polémiquent, c'est normal qu'on réfléchisse, mais au final, je crois que la bonne formule, c'est effectivement, majoritairement, qu'on est aux élections. Et si on va aux élections, on aurait moins de problèmes que si on n'y va pas. Et pour moi, il faut qu'effectivement, à un certain moment, les positions se convergent pour qu'on prenne la décision d'y aller. À partir du moment où on va y aller, moi, j'invite les acteurs politiques, chacun n'a qu'à affûter ses armes, on va aller compétir. Comme on le dit, c'est dans les urnes qu'il y a la vérité. Tout le reste là, moi je trouve que ce sont des débats, je ne dirais pas des thèses libres, mais en tout cas ce sont des débats, elles sont justes dans le contexte de la démocratie, mais l'essentiel c'est d'aller faire les élections et comme ça nous serons tous soutiens. Comme ça, alors elles doivent être apaisées parce que je crois qu'on a l'habitude, on a donné au monde l'exemple quand même qu'on était capable de faire une élection propre, crédible, équitable et qui sera reconnue par tous. Si on l'a fait en 2015, il n'y a pas de raison qu'en 2020 on ne le fasse pas. Donc pour moi, je souhaite ardemment et je crois profondément que ces élections-là vont bien se passer. Alors, les élections devront en principe bien se passer, on l'espère très bien. Alors, docteur Patrice Kouraougo, alors, le MPP sera dans la bataille pour la reconquête du pouvoir. Est-ce qu'en tant que MPP, vous êtes confiant? Ah oui, je suis confiant. Je suis même plus que confiant. Plus que? Voilà, plus que pourquoi? Parce que, je vais vous dire la vérité du terrain. Au moment où, sur les plateaux, dans les médias, il y a effectivement certains responsables de partis qui passent le temps à polémiquer sur la date des élections, à discréditer, ainsi de suite. Nous sommes sur le terrain.
on s'organise, on mobilise. On n'a jamais quitté le terrain. Nous ne sommes pas ces gens de politiciens qui viennent à l'orée des élections pour glaner les choses. Non, on est permanemment sur le terrain. Et je suis confiant parce que... Vous occupez le terrain? Oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas favorable. Parce que nous, on travaille sur le terrain. On travaille à montrer ce qu'on réalise. On travaille à faire venir des choses. On travaille à organiser, à structurer et à appuyer les couches, les femmes, les jeunes. Bon, chacun dans sa province, mais aussi, vous voyez comment le gouvernement aussi travaille. Voilà, malgré la complexité de la situation, malgré les hostilités, les vicissitudes, bon, on tient la dragée haute. Et c'est effectivement au bénéfice du président Kabouré et du gouvernement, et de son gouvernement, mais aussi l'ensemble des militants du parti. Parce que le parti est en ordre de bataille. Et nous avons tenu les instances de façon régulière. On a un président du parti, le camarade président du parti, Simon Compaoré, un homme de combat, un intrépide, quelqu'un qui est plein d'abnégation. Et c'est lui qui est le commandant en chef pour amener la troupe. Et il n'y a pas de souci parce qu'on sent que ça va bouger. Et je voulais faire la parenthèse. Oui. Contrairement à d'autres pays, souvent ce sont les gens qui sont au pouvoir qui ne sont pas prêts à aller aux élections. Mais chez nous, curieusement, c'est nous qui sommes au pouvoir, c'est nous-mêmes qui invitons les gens d'aller aux élections. Et ceux qui veulent venir chercher le pouvoir, ils ne veulent pas y aller. Le CDP, l'UPC? Oui, bon, eux, ils sont des... Eux, ce sont les poids lourds. Non, eux, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous comprenez déjà ce que je veux dire? Oui. Ceux, maintenant, je ne sais pas quoi, eux, ils ne veulent pas y aller. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. D'accord. Allons-y sur le terrain, on va mesurer nos forces. Et puis, on verra. Ce n'est pas un problème. Il y a d'autres même qui disent, oui, on va faire quoi, on va faire des quoi, comment on appelle, des élections truquées. Au MPP, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin de truquer les élections. Ce sont les résultats qui parlent. Ah oui, ce sont les résultats. Engrangés. Je prends un exemple. Et quels sont ces résultats? Quand je prends, par exemple, l'aspect sur l'agriculture. Oui, oui. On sait aujourd'hui que le Burkina Faso, 90%, mais la boue, la terre, ce sont des paysans. Exactement. Alors, quelle raison aujourd'hui un paysan a à aller voter le MPP? Très bien. Selon vous? Bon, je ne veux pas me verser dans les chiffres, sinon on les a. Si vous prenez n'importe quel secteur, vous allez vous rendre compte que malgré l'adversité, ça bouge. Si on est vraiment honnête, on peut dire que ça bouge. Si vous prenez l'agriculture, par exemple, on a fait au moins 9 barrages. Depuis que le président est là, on a réhabilité 27 barrages. On a fait des aménagements. 9 barrages construits, 27 réhabilités. On a fait des aménagements des bas-fonds. Et ensuite, au niveau de l'appui des agriculteurs en intrants, en semences, et même avec la mécanisation, il y a des charrues à attraction animale, à attraction motorisée. Il y a des chiffres. Je peux prendre les chiffres. Voilà, mais c'est pour dire qu'à ce niveau, je peux vous citer comme ça, vous allez vous rendre compte que nous ne parlons pas dans le vide. Dans le vide, voilà, très bien, je retrouve mes notes. Si vous prenez au niveau effectivement de l'agriculture, les aménagements agricoles, on a 1460 hectares irrigués. Et selon l'engagement, c'était moins. Donc on est à 130% de réalisation de cet engagement. Il y a les petites irrigations à 64%. Il y a des hectares, il y a de nouveaux barrages, comme je le disais. Il y a les équipements à attraction animale. Ça fait 63 686. Les tracteurs motorisés, on a 1051. Voilà. Et puis, il y a des animaux de traite qu'on donne. Et il y a des tonnes de semences. On peut citer 24 1187 tonnes de semences. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce n'est que on a mis en place la CAIMA, c'est-à-dire la centrale d'achat, pour organiser, parce qu'il ne suffit pas de produire, mais il faut organiser. Donc, dans chaque secteur, si vous prenez, vous allez vous rendre... Donc, le paysan, il n'a pas peut-être accès à la télévision pour polémiquer, à la radio, mais il est sur son champ. Il voit sur le terrain ce qu'on apporte. Il voit les retombées. Il voit les retombées. Mais comme nous ne sommes pas des paysans, souvent nous prenons les places et nous venons, nous faisons des thèses libres, des débats. Mais allons-y sur le terrain, demander aux paysans. Je ne suis pas en train de dire que tous les paysans ont été dotés de ce qu'on a dit. Mais parce que ça se travaille en groupe
Et on ne peut pas dire que le gouvernement est absent. Les résultats même sont beaucoup plus développés que ce que comme je ne voulais pas me verser dans les chiffres. Sur l'aspect sécuritaire. Voilà, très bien. Alors, sur l'aspect sécuritaire, je crois que là aussi, souvent on nous fait quand même un faux procès. Alors, la base de la sécurité, c'était d'abord quoi? Vous savez qu'on est parti d'abord le Forum national de la sécurité. Quand le ministre Simon Comporé était à ce poste, il a organisé une grande rencontre, une première Forum national sur la sécurité. Et ensuite, il y a aussi la participation de notre pays au sein du G5 Sahel. Aussi bien en conduisant la présidence, mais aussi en travaillant en synergie avec les voisins. Et à ce niveau, il y a le plan stratégique 2018-2022. Donc, pour qu'on puisse réformer notre armée et puis équiper davantage, pour qu'on puisse faire face à l'hydre comment dire, les terroristes. Alors, il y a la loi programmatique militaire 2018-2020. Il y a le plan de la politique de sécurité qui est en train d'être élaboré et qui est même en avance. Et au niveau du personnel, à tout mélanger, que ce soit les gendarmes, que ce soit les gardes de sécurité, et que ce soit les policiers, on a estimé, on a recruté 5400. Voilà, donc pour renforcer. Est-ce qu'on n'a pas tout le record? Oui, non, on a avancé parce que le nombre, en 4 ans... Les chiffres ont été augmentés les chiffres, par rapport aux autres années? Par rapport aux autres années, effectivement, par rapport aux autres années. Il y a beaucoup, et il y a tout dernièrement la loi qui a institué, pourquoi pas, le recrutement des volontaires, qui a été une loi votée par l'Assemblée et qui permet d'associer la population locale à sa propre sécurisation, parce que vous savez que le terrorisme a montré des visages bizarres. On est difficilement, on peut ne pas connaître le terrain, mais avec l'appui des volontaires. Donc c'était une bonne décision. On a construit au niveau de la sécurité, pourquoi pas, des infrastructures. Il y a beaucoup de choses qu'on peut, les brigades, les commissariats et même la direction. Mais il y en a aussi qui ont été détruits du fait oui, des attaques terroristes. Mais automatiquement, détruits ou fermés. Voilà, on les a reconstruits. Reconstruits. Il y a beaucoup qui ont été reconstruits, les commissariats qui avaient été détruits. Donc, d'accord. Voilà. Donc, sur tous les plans, vous prenez un autre plan, au niveau de l'éducation. Si on va vous égrener des chiffres, vous allez rester... Mais beaucoup d'écoles ont été fermées, docteur Kouraougou. Je suis d'accord. Je ne suis pas en train de nier la réalité. Mais il y a eu également des réalisations. Oui, il y a des réalisations. Il y a des réalisations à tous les niveaux, que ce soit le préscolaire, que ce soit le primaire, que ce soit le secondaire et le supérieur, il y a des réalisations. Et nous ne devrons pas faire une fine bouche en matière de réalisation. Mais je ne suis pas en train de dire que le verre est plein. Voilà. Tout n'est pas rose. Voilà, tout n'est pas rose parce qu'il y a des difficultés. Parce que refuser de voir les difficultés aussi, c'est une fuite de responsabilité. Et maintenant, ce qu'il faut dire, c'est dire, tout le temps on dit on n'a rien fait. On n'a rien fait. On ne voit que le verre à moitié vide. Ça aussi, c'est un signe de pessimisme qui ne permet pas d'aller au développement. Moi, je trouve qu'il faut sereinement regarder et ça nous permettra de dire oui, nous-mêmes, nous reconnaissons nos faiblesses et si on pointait sur les faiblesses, mais en reconnaissant les acquis, ça permet de savoir qu'effectivement, il y a quelque chose qui est reconnu parce qu'on travaille. Voilà alors, docteur Kouraougou, oui. Alors, en tant que proche collaborateur du président Roch-Marc Christian Kaboré, oui. Alors, je prends un exemple. Quand il y a une attaque terroriste oui. et qu'il y a des victimes, oui. que ce soit du côté des FDS ou des civils, oui. quel est le ressenti du président? Est-ce que ce jour, par exemple, est-ce qu'il arrive au bureau? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il est cloîtré quelque part? Oui. Comment il se comporte? Quelle est sa réaction? Je peux rassurer que s'il y a quelqu'un que ça touche au plus profond de lui-même, quand il y a une attaque, je peux même dire quand un Burkinabé perd la vie, aussi bien même dans les attaques, à quelque part, même l'éboulement d'une mine, s'il y a quelqu'un qui le ressent profondément, c'est le président du Faso. Et beaucoup peuvent témoigner. C'est quelqu'un qui est profondément humain. Et quand il y a un choc de ce genre, ça se voit. Est-ce qu'il vient au bureau? Ah oui, mais... Il est obligé. Oui, il faut qu'il travaille. Parce qu'il faut travailler pour éviter... Mais il y a des moments, à cause justement, donc, si vous voulez, l'ampleur du drame ou du ressenti, et il refuse même de parler ou il refuse même de recevoir. Non, il ne faut pas... Non, le président n'est pas de ce genre. Ce n'est pas quelqu'un qui se complaît et qui se morfond. Ça veut dire qu'il y a la gravité. Oui. Ça peut se ressentir. Ça se lit sur le visage. Ça peut se lire sur le visage, mais il est serein dans le travail. Parce que, qu'est-ce que les terroristes, en faisant, qu'est-ce qu'ils recherchent?
C'est pour qu'on plie les chines. C'est pour qu'on puisse se recroqueviller et commencer à pleurnicher. Or, ce n'est pas en pleurnichant qu'on va résoudre le problème. Donc, c'est toujours avec responsabilité que le président du Faso, on va sentir qu'il est profondément blessé parce qu'il est profondément humain. Mais ça ne va pas l'empêcher de continuer le travail. Alors, rester à la maison et puis ne pas travailler, ça, c'est vraiment faire honneur aux terroristes. Parce qu'il est en deuil, peut-être. Oui. Pas pour les terroristes, mais pour... oui, quand on est en deuil, dans la République, il y a des observances qu'il faut faire. Voilà, on va baisser les drapeaux, on va éviter les réjouissances, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où on ne dit pas de ne pas travailler, le président va continuer à travailler, même à creuser pour savoir quelle solution il faut apporter. Mais humainement, on sent qu'il est toujours touché lorsqu'il y a des victimes qui sont effectivement, qui laissent leur vie. Alors, docteur Kouraougou, pour la présidentielle à venir, oui. Alors, pensez-vous réellement que le MPP pourrait aller au-delà de son score de la précédente élection? Oui. Pensez-vous réellement? Bon. De façon objective. Bon, moi, en tout cas, à mon niveau, j'y crois. Je crois qu'on peut aller au-delà des 52%, ou 54%. Pourquoi? Je ne veux pas dire qu'il y a en face, c'est maïs, c'est pas ça. On va aller au résultat. Voilà. Parce que nous avons des résultats. Et c'est vrai, malheureusement, on ne communique pas beaucoup. Mais si on se mettait aussi à communiquer à tout, ils vont dire voilà, c'est ça qui les intéresse, c'est parce qu'ils veulent être élus, ainsi de suite, c'est pas ça. Mais objectivement, il y a des résultats qu'on peut montrer parce que nous étions venus au pouvoir sans résultat. Maintenant, nous avons des résultats. Donc, si on est venu et on nous a adubé à plus de 50%, on n'avait pas de résultats. Maintenant qu'on a des résultats, si on les présente et les gens vont les sentir, les gens les sentent déjà, il n'y a pas de raison qu'on ne nous accorde pas encore beaucoup plus d'avantages par rapport à certains qui n'ont pas de résultats et non plus qui ne présentent pas un projet qui va nous sortir de ça. Parce que si votre programme, c'est dire oui, le président il n'a qu'à quitter parce qu'il n'a rien fait, le MPP, non, ça c'est pas un programme politique. Un programme politique, c'est une vision. Voilà. C'est vrai, vous pouvez dire, si j'étais opposant, c'est que j'allais dire, j'ai dit, bon, au MPP, ils ont fait ça, ça, ça. Ça, c'est bien. Ce qu'ils n'ont pas fait, c'est ça. Et je creuse pour voir quelles sont leurs faiblesses. Mais passer tout le temps à dire, oui, ça ne va pas, ils sont incompétents, c'est rentier. Non, ça ne va pas faire élire quelqu'un. Et donc, vu ces résultats, moi, je crois fermement que nous pouvons faire mieux qu'avant. Parce que nous avons des résultats et ils sont bons. C'est vrai que dans le domaine de la sécurité, il y a des difficultés. Mais ça aussi, si vous creusez, vous allez voir qu'il y a des efforts qui sont faits. Peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la solution, mais aussi, il ne faut pas croire que c'est une seule personne. Ce n'est pas le MPP seul qui doit trouver la solution. Ce n'est pas le président seul. C'est ensemble, parce que c'est une lutte commune. Voilà. Donc, moi, je crois qu'à ce niveau, on n'a pas à se décourager. Nous allons aller aux élections avec des résultats, avec une claire conscience, pourquoi pas de nos faiblesses, mais aussi de nos forces, parce qu'on ne va pas faire la fine bouche. Alors, un des résultats à l'actif du MPP, c'est la réalisation des infrastructures routières. Ça, unanimement, qu'on soit de l'opposition, de la majorité, ou même quand on est centriste, on le reconnaît. Les gens sont unanimes. Il y a eu du travail en matière donc, de réalisation d'infrastructures routière. Alors, un des résultats, je le dis très bien. Alors, docteur, aujourd'hui, l'actualité aussi, c'est cette sortie du procureur du Faso et qui a épinglé la présidence du Faso. Alors, aujourd'hui, force est de reconnaître également que le président Roch-Marc Christian Kaboré ne s'immisce pas dans les affaires de la justice, sinon ce sont des faits qu'on n'aurait jamais su. Oui, c'est ça. Parce qu'en matière de justice, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, là encore, le document de base, c'est le panel sur le renouveau de la justice qui a été posé par la transition. Et depuis que le président est venu, il a même travaillé à consacrer l'indépendance de la justice. Et il y a des faits. Il y a des décrets d'application qui concernent les magistrats, qui concernent le personnel, pour que les gens puissent être dans de bonnes conditions et rendre justice, faire accéder la justice à beaucoup de monde. Donc, effectivement, et l'une des marques, c'est ça. L'une des marques, c'est que le président n'a pas à s'y mixer. Parce que si on veut l'indépendance de la justice, c'est comme ça qu'il faut faire. Je ne vois pas en quoi il faut protéger les siens. Et puis, voilà, ce n'est pas comme avant.
Avant, il y a des gens, quand ils partaient, on appelle, vous allez le sortir. On m'a raconté l'anecdote dans un autre pays où le président est parti avec son véhicule, ramenait c'était un de ses ministres, je crois, qu'on avait convoqué, et celui qui l'a ramené à la maison avec son véhicule, ça ne se fait pas. Et c'est une très bonne chose. Et c'est une chance qu'on doit saisir pour, effectivement, que la justice puisse faire son travail. Et personne ne peut dire, sur ce plan-là, que le président intervient dans les décisions de justice. Parce qu'il y croit. Lui-même, il croit profondément pourquoi pas, à cette indépendance de la justice. Parce que s'il ne croyait pas, il pouvait avoir la latitude de vouloir s'y mixer. Mais c'est un choix personnel, c'est un choix de gouvernance de ne pas le faire. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est à son honneur. Il faut reconnaître ça. Le président ne s'immisce pas dans les affaires judiciaires. Il n'a pas à s'immiscer puisque les pouvoirs sont consacrés. Il y a la séparation il y a la séparation de pouvoir. Le pouvoir parlementaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a la collaboration, mais personne ne rentre dans les 6 mètres de l'autre. Et c'est avec le président Roch Marc Christian qu'on voit la réalité de cette séparation. Sinon, souvent, on nous disait, on a même appris ça en théorie et en philosophie depuis la terminale, mais on n'a jamais vu effectivement au Burkina Faso ici qu'un président pouvait consacrer l'indépendance de la justice. Vous venez de prendre l'exemple, ça se passe à la présidence, ça veut dire que nous-mêmes conseillers, si tu vas faire des choses qui sont bizarres, je crois même que le président serait le premier à te dénoncer. Alors, est-ce qu'il arrive souvent, par exemple, que le président vous avertisse oui, mais sur le fait que si ça coille, ben, il s'éclipse. Il n'est pas responsable. Ça même, c'est dit même dès votre prise de service. Voilà. Dès votre prise de service. Il vous le dit. C'est connu. Ici, c'est pour travailler. Ça, c'est un. Ici, ce n'est pas pour faire la pagaille, ce n'est pas pour faire de l'injustice. Voilà. Donc, on nous dit. Donc, celui, comme disait, je crois encore le doyen Simon, chacun est responsable de ses propres turpitudes. Voilà. Si vous faites des conneries, c'est à vous de supporter. Le président ne va pas être là, courir derrière. Il y a tellement de choses à faire qu'il ne va pas courir pour vous sauver parce que vous avez fait des gaffes. Au contraire, si vous faites des gaffes, c'est un problème. Voilà. Donc, tout le monde est averti. Voilà. Et c'est mieux comme ça. Alors, vous êtes le conseiller spécial du président Roch Marc Christian Kaboré. Oui. Alors, j'ai quelques questions à vous soumettre, mais pas en tant que conseiller spécial, mais en tant que politicien. D'accord. Alors, si il y avait une note à donner à Zéphrin Diabré, le chef de file de l'opposition politique, quelle note lui donnerez-vous? Bon, la note, ça va être basé sur quoi? Parce qu'il s'oppose bien ou bien son travail? Bon, non, parce que ça, c'est... Nous sommes sur le terrain politique. Oui, bon, ça, c'est une question piège. Est-ce qu'aujourd'hui, Zéphrin Diabré est le bon chef de file de l'opposition pour un régime comme le MPP? Bon, c'est difficile, c'est pas à moi de le juger. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire... Vous êtes un politicien. Je sais. Moi, j'ai l'habitude de dire chacun n'a qu'à s'occuper de ses propres joyaux. Nous gouvernons et puis eux, ils s'opposent. Mais pour moi, je crois qu'il fait un débat, il mène un travail républicain. C'est-à-dire, effectivement, il s'oppose quand il faut s'opposer. Mais comme lui-même, il l'a dit, je prends ses mots, il n'est pas là pour organiser des marches, parce que ce n'est pas les marches de l'opposition. Moi, je trouve que, sereinement, il mène sa part contributive en critiquant, en dénonçant là où il faut. Mais bon, là où il ne faut pas aussi, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas parce qu'on est opposant qu'il faut s'opposer à tout bout de champ. Voilà, donc à ce niveau, moi je peux dire qu'il mène bien la bataille, parce que ma note, si je donne une note, c'est trop osé, mais je trouve qu'il est dans son chemin et il est dans son rôle. D'accord. Voilà. Vous trouvez que Zéphrin Diabré, il est dans son rôle? Il est dans son rôle. Et il le joue très bien? Oui, pour moi, il le joue très bien. D'accord. Voilà. Alors, parlons justement des marches. Oui. Vous avez les centrales syndicales qui ont annoncé une nouvelle grève. Oui. Une nouvelle grève sur différents points, l'UTS, les engagements non tenus du gouvernement. C'est ça. Pourquoi on prend des engagements qu'on n'arrive pas à les respecter? Bon, alors, ça, je ne pourrais pas le dire parce que je ne suis pas dans le gouvernement. Mais moi, je suppose que dans tout ça, ce qu'il faut voir, c'est l'intérêt de notre pays. Est-ce qu'on réclame ce qu'on n'a pas? Est-ce qu'on peut tout donner? Même à nos enfants, on ne peut pas tout donner. Je ne veux pas dire que les syndicats sont des enfants. Ce n'est pas ça mon débat. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais je vais dire que souvent, effectivement, il peut y avoir des réclamations comme on n'arrive pas. Moi, je suis sûr que si le gouvernement pouvait satisfaire
à toutes les doléances, ça serait même, il avait même intérêt à le faire, puisque c'est lui qui a intérêt à le faire. Voilà. Mais souvent, la demande aussi, ça peut dépasser ce qu'on a. L'offre. Or, on dit, eh ben, si vous n'avez pas déposé, vous ne pouvez pas prendre. Voilà, vous ne pouvez pas prendre. Si on réclame des choses qu'on ne peut pas, ça va être difficile pour moi. Mais ça, ça n'engage que moi. Mais je ne peux pas dire que effectivement, les marches, ce n'est pas la solution. On peut marcher pour un bout de temps. On peut continuer la concertation, le dialogue, pour que petit à petit, chacun trouve son compte. Parce que nous sommes dans le panier commun. Le Burkina, comme on a l'habitude de le dire, c'est pour nous tous. C'est pour les syndicats, c'est pour les politiciens, c'est pour les paysans. Et ceux qui n'émargent pas dans le budget de l'État, nous tous, on doit contribuer. Donc, moi, je crois, je peux inviter les syndicats à continuer, pourquoi pas, à toujours négocier, parce que je crois que les portes ne sont jamais fermées, mais il ne faut jamais rien faire pour hypothéquer l'avenir de nos enfants, l'avenir de notre économie, l'avenir de notre sécurité. Voilà. Merci beaucoup, Dr Patrice Kouraogo. Alors, on a peu de temps, mais nous allons essayer donc d'aller très rapidement avec vous. Alors, déjà, on le sait très bien, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures. Alors, sur la pandémie de la maladie à coronavirus, on peut dire que c'est un défi relevé, mais il faut rester vigilant. Exact. Je crois qu'on a mené la bataille qu'il fallait. Il y a beaucoup qui ont dit oui, on a inventé la maladie, non c'est faux, on veut gonfler les chiffres, on a été trop prudent, on n'a pas fait comme les autres. Moi je félicite le gouvernement d'avoir été très prudent et nous sortir de cette affaire de cette façon que d'être peu prudent, ce qui pouvait nous conduire. Il n'y a jamais de trop de prudence. Et donc moi je suis parfaitement d'accord et moi je trouve que mieux vaut prendre les taureaux par les cornes, même si vous arrivez, vous trouvez que c'est une vache, que de croire que c'est une vache alors que c'est un taureau. Donc pour moi, ça a été un très bon combat. Et d'ailleurs, l'ensemble des mesures qui ont été prises aussi sont à saluer parce qu'elles ont permis, même s'il n'y avait pas la maladie, d'améliorer un certain temps la qualité de vie de certaines personnes. Alors, et que pensez-vous justement sur la probable réouverture des frontières? Ah oui, il le faut parce que je crois que ça serait une très bonne chose parce que c'est vrai qu'on est déconfiné par le monde, mais il y a toujours les libertés qui sont restreintes. Je crois que l'ouverture des frontières, c'est une nécessité maintenant parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais est-ce qu'on ne craint pas peut-être Oui, mais c'est vrai, on ne peut pas rester dans la crainte et puis continuer à serrer de cette façon. Je crois qu'il faut appeler à la prudence, continuer les mesures barrières, continuer à garder ce qu'il faut et pour qu'on essaie de voir. Est-ce que vous voyez? Voilà, il faut ouvrir et puis on va regarder à partir du moment où, si ça commence à cailler, ce n'est pas interdit de revenir. Mais on souhaite que, parce que j'ai eu l'impression que c'est parce qu'on a trop observé les mesures, ce qui est une bonne chose, c'est ça qui a permis de faire baisser la maladie. Parce que vous voyez l'expérience des autres pays, voilà, ça grimpe un peu partout, mais nous, on a pu continuer cela. Donc, notre peur, c'est effectivement en ouvrant les frontières, est-ce que ça ne va pas venir, comment dirais-je, donner encore un fouet à la maladie, mais ce n'est pas ce qu'on espère. Je crois que si on continue à sensibiliser et à respecter les mesures barrières, comme je le disais dans une interview, je crois que Dieu est burkinabé, comme d'habitude, et il est africain, parce que l'Afrique n'aurait pas quand même subi les conséquences humaines que les autres continents ont subi. Alors, docteur Patrice Kouraogo, conseiller spécial du président Roch-Marc Christian Kaboré, vous allez observer la caméra en face de vous et vous adresser au peuple burkinabé. Vous avez la parole. Alors, je voudrais simplement dire merci. Et moi, je suis très heureux d'être parmi ce peuple travailleur, combattant, vaillant, qui a un certain nombre de valeurs, les valeurs dans lesquelles nous avons été éduqués, les valeurs dans lesquelles nous essayons d'évoluer. Je crois que nous sommes un peuple charmant et il ne faut jamais rien faire pour que notre combativité, pour que notre honneur, pour que notre avenir soit hypothéqué. Voilà. Merci beaucoup à vous, docteur Patrice Kouraogo, conseiller spécial du président Roch-Marc Christian Kaboré. Alors, déjà, avant qu'on se laisse, une question très rapidement. D'accord. M'a demandé de vous la soumettre. Hein. C'est une téléspectatrice. D'accord. Alors, en tant que conseiller, est-ce que vous voyez chaque jour que Dieu fait, le président? Vous le voyez tous les jours? Alors, je crois que si je dois le voir tous les jours, moi-même, je vais gêner son travail. Ah bon? Je le vois en cas de nécessité. Et s'il y a nécessité qu'on se voit,
Et on le voit, mais on ne voit pas le président pour dire bonjour, est-ce que vous avez pris votre café? Ça, ce n'est pas productif, ça c'est inutile. Donc je peux dire, en cas de nécessité, je le vois. S'il y a la nécessité qu'on se voit tous les jours dans la semaine, on se voit. Et donc, mais on ne va pas voir le président pour le voir. On doit s'occuper de nos dossiers parce qu'il y en a tellement. Donc, si, comme l'anecdote, vous voyez qu'on a les différentes conceptions. Moi-même, j'enseigne le management interculturel. Alors, l'habitude chez nous en Afrique, c'est quoi? Tous les jours, il faut qu'on se présente auprès du chef pour qu'il voit que vous êtes là. Or, en Europe et ailleurs, ce n'est pas comme ça. Et donc, il y avait un expatrié qui était dans une entreprise ici. Et un monsieur, tous les jours, il vient dire Naba, bonjour. Il dit, mais vous ne faites rien, allez-y travailler. Vous n'avez pas besoin de venir saluer tous les matins. Donc, pour dire que on n'a pas besoin d'aller tous les jours chez le président. Donc, vous ne le voyez pas tous les jours? Non, 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 mais en cas de nécessité, on le voit. Alors, mais pour le voir, oui. C'est-à-dire vous arrivez au secrétariat, oui. Vous vous asseyez, vous dites, je veux voir le président. Non, je crois que ça c'est à l'interne. Dans tous les cas, s'il y a nécessité, on verra le président. Comment on voit le président? Non, on voit le président en disant au président qu'on veut le voir. Vous rentrez, vous lui dites que vous voulez le voir. Oui, mais oui. On ne prend pas rendez-vous. Non, est-ce que votre question c'est de voir si on voit le président? En tout cas, on voit le président en cas de nécessité. Et on a des canaux pour le voir. Ah, d'accord. Voilà. Il y a des canaux pour le voir. Oui, oui, bien sûr. On ne se lève pas, on arrive... Non, 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 oui, on peut lui dire qu'on veut le voir. J'espère que vous savez quand même qu'on parle au président. Mais bien sûr. Sinon, on n'est pas son conseiller. Exactement. Voilà, donc on nous dit on veut vous voir. Il y a tata. Et s'il y a nécessité, on se voit. Mais il y a que le besoin peut se faire sentir et que le président vous dise non, revenez demain. Oui, oui, ça c'est tout à fait normal. D'accord. Voilà. Mais s'il y a l'urgence, c'est sûr, parce que dans tous les cas... Quand il y a urgence, oui, là, il n'hésite pas. Et il le sait. Souvent même, il sait l'urgence plus que nous. Ah, d'accord. Parce que nous, on peut dire qu'on veut le voir alors qu'il a déjà réglé le problème. Pourquoi il va nous voir? D'accord. Merci beaucoup, Dr Patrice Kouraougo, conseiller spécial du président Roch-Marc Christian Kaboré. Mesdames et messieurs, c'est ici que l'on s'arrête pour ce numéro. Merci à vous de nous avoir suivis et on se donnera certainement rendez-vous une autre fois avec un autre invité d'ici là. Bonne suite de programme sur la chaîne africaine de télévision. Au revoir.